Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, d'accepter de venir en intérieur alors qu'il y a un si beau soleil dehors. Donc on va essayer d'être à la hauteur et de vous amener le soleil à l'intérieur de l'auditorium. C'est joliment dit. Voilà, c'est ce que je dirais de plus beau aujourd'hui. Donc voilà, vous y avez assisté. Merci beaucoup d'être donc parmi nous pour parler ensemble de Dragons et compagnie, donc une facette bien spécifique des monstres, en l'occurrence en nous intéressant aux monstres de la fantaisie et du Moyen-Âge. Et à cette occasion, nous avons l'extrême plaisir de recevoir alors, deux invités. Vous avez peut-être remarqué sur le programme, je vais commencer par les absents, l'absent en l'occurrence, qui ont toujours tort, je sais bien, mais en l'occurrence, commençons par lui malgré tout. Vous avez peut-être vu sur les programmes que nous devions être également en compagnie de Victor Batagion. Même si vous ne le connaissez pas, vous avez calculé, vous avez bien vu qu'il manquait une personne sur scène. Il ne peut pas être donc parmi nous, il présente toutes ses excuses, mais on va essayer de le représenter dignement à l'occasion de ces échanges. Mais nous avons la chance d'avoir parmi nous donc deux sommités dans le monde de la fantaisie. Alors je vais commencer par Fabienne Claire qui est juste à côté de moi. Donc Claire Callan qui est franco-canadienne, ça c'est pour la partie généalogique, mais qui est donc chercheuse en littérature et en mythologie comparée et spécialisée dans l'imaginaire monstrueux, notamment depuis sa thèse sur un certain J.R.R. Tolkien, un petit nom de la fantaisie. Elle a publié 9 livres, dont un essai sur le processus d'ensauvagement symbolique, donc qui s'intitule En Diabolie, et qui est disponible dans les tentes là-bas, sur les fondements de la barbarie contemporaine. Elle a également publié une étude politique et esthétique sur les monstres mythiques qui s'intitule Zoopholie et qui, je crois, est juste ici. Voilà, très bien. N'hésitez pas à le consulter aussi après. Elle a participé notamment au dictionnaire Tolkien. Elle vient de co-diriger un dossier sur Chronos et autres cannibales, des monstres bien spécifiques aussi en littérature et dans les arts, pour la revue électronique Muse Médusa en l'occurrence. Et elle est notamment scénariste pour les Humanoïdes Associés, graphiste pour l'association Modernité Médiévale, on aura l'occasion d'y revenir. Bref, beaucoup de casquettes pour cette personne. Bonjour Claire. Bonjour Justine, merci de cette très belle présentation. Avant de parler de monstres, je pense qu'un peu, voilà, ça fait... On y va doucement. Un peu de douceur avant d'être dans la monstruosité, même si vous avez assisté à plusieurs tables rondes aujourd'hui, on vous parle de monstres depuis 2 jours. Mais en attendant, un petit peu de douceur et d'élégance avec donc nos invités. Je ne vais pas vous présenter comme des monstres quand même. Mais donc c'est un compliment. Alors, on pourra en reparler. On en reparlera, je pense que c'est un compliment. Mais donc nous accueillons aussi Anne Besson, qui est professeure de littérature comparée à l'université d'Artois à Arras, qui est spécialiste des ensembles romanesques et des constructions de mondes dans les genres de l'imaginaire. Et alors parmi ces nombreuses publications, j'ai envie de dire publications de référence, notamment sur la fantaisie et sur le médiévalisme, citons alors parmi les plus récents le dictionnaire de la fantaisie qui est paru en 2018, le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire dirigé avec William Blanc et Vincent Ferré qui est paru fin 2022, et l'ouvrage qui est également, je crois, quelque part en dessous, Fantaisie et Moyen-Âge, dirigé avec un certain Victor Batagion qui devait être parmi nous, et qui regroupe notamment des travaux sur la fantaisie, le Moyen-Âge et entre autres les monstres de toute cette période. Rebonjour Anne. Rebonjour. On se voit depuis ce matin. Oui, en fait, on est assez. Ouais. Voilà. Même toutes les 3 en réalité. Voilà, effectivement. Donc, à l'occasion de cette table ronde, on va effectivement parler de fantaisie, de Moyen-Âge et de monstres sous toutes leurs formes. Et on va voir qu'il y en a beaucoup, des formes de monstres pour ce qui nous intéresse. Alors, j'aimerais commencer par vous demander, on a ce titre, monstre de la fantaisie et du Moyen-Âge, avec cette double appellation, d'un côté la fantaisie, de l'autre le Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a une différence ? Et si oui, laquelle, déjà ? Question très large. Pour commencer, de terminologie. Qu'est-ce que tu... Alors oui, différence ou similitude. J'ai envie de dire, peut-être de commencer par dire qu'au niveau de la forme,
Bon, en fantaisie, on n'a pas inventé quand même grand-chose. C'est-à-dire que dans... Non, ce n'est pas... Attention, c'est une petite provocation. Ne sifflez pas tout de suite. Pour commencer. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre imaginaire commun, on a un ensemble très très vaste de bêtes. On est quand même beaucoup dans l'animalité, et que à l'époque médiévale, on a tout ce bestiaire absolument fabuleux qu'on va réinvestir en fantaisie, et que c'est peut-être pas là qu'on trouverait le plus d'écart. Voilà, c'est pas, à mon avis, un écart tant formel que cela, que le fait que le monstre à l'époque médiévale, on va dans les récits, on va le trouver sur Terre. C'est un monstre qui cavale. Pour moi, la fantaisie a tellement tout ouvert avec les mondes parallèles, avec voilà, que finalement, on a cette délocalisation. On en reparlera parce que ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses au niveau du symbole. Mais surtout, Moyen-Âge, fantaisie, c'est du monstre, oui, mais de la merveille. Et il y a toujours... Voilà, cette petite connexion qui, pour moi, fait qu'on peut vraiment parler des deux en commun. Tout à fait d'accord. Il y a une évidente continuité entre fantaisie et Moyen-Âge dont parlent nos livres. Enfin voilà, on travaille sur ce que la fantaisie a gardé du Moyen-Âge, donc bien entendu une bonne partie de son bestiaire. Maintenant, il y a, je pense quand même, alors de vraies différences qu'on ne perçoit pas forcément. C'est-à-dire qu'on va percevoir les monstres de la fantaisie comme médiévaux, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Je pense à ce qui est la base de la créature monstrueuse de fantaisie, que ce soit dans les romans, dans les jeux de rôle, dans les jeux vidéo, etc. La horde des orques, des gobelins, des trolls. Et alors, ils sont mythologiques, et donc on les connaît par des textes qui nous sont parvenus au Moyen-Âge, mais ils ne sont pas du Moyen-Âge, ils sont antérieurs, ils viennent ils sont à ce moment-là mis par écrit d'imaginaires qui sont antérieurs, et par ailleurs ils sont complètement renouvelés dans la fantaisie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un orque, un troll, un gobelin, et on a tous des images assez précises en tête à quoi ça ressemble aujourd'hui dans nos jeux. Alors, on a une palette de différenciation. Ils sont pas tous exactement pareils, mais bon, globalement, voilà. Et ben, c'est vraiment souvent pas à ça du tout qu'ils ressemblaient dans les contes et mythes dont ils viennent, et qu'on associe comme ça au médiévalisme, mais qui ne sont pas directement médiévaux. Donc il y a une partie du bestiaire médiéval qui se retrouve en fantaisie, mais les monstres de la fantaisie ne sont pas si médiévales que ça. Voilà, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. J'apporte une précision parce que effectivement, c'est des monstres qui sont antérieurs. On va les trouver en Grèce, on va les trouver pour les premiers en Mésopotamie, parce que la Mésopotamie nous a un peu tout fait au niveau des formes. Tout ne va pas marcher, mais c'est vraiment une espèce de sac immense de production. Et en même temps, c'est un peu l'objet de zoophilie, c'est-à-dire que jusqu'à l'époque médiévale, toute une créature comme Méduse, par exemple, peut se moduler, se modifier. La sirène, notre fameuse sirène, était quand même un hybride homme-oiseau avant d'avoir une queue de poisson. Donc, il y avait tout ça, et ça se fixe. Et finalement, je pense que la grande différence, c'est l'inclusion des monstres du Moyen-Âge dans un grand récit. Et le grand récit, c'est le récit chrétien, où le monstre est englobé dans une grande perception, où le monstre fait le héros, et le héros dans une conception chrétienne. Et c'est ça qui change complètement la donne, et ce que va évidemment éclater la fantaisie en proposant une multiplicité de récits finalement. Alors, effectivement, si on part justement de cette conception médiévale, alors qui va en grande partie être une conception chrétienne, parce que dans les textes qu'on a conservés, et dans nos cultures européennes, on a cette influence qui est majeure.
on a des questions, on a ce qu'on appelle des monstres, il y a ce qu'on appelle des créatures. Enfin, est-ce que c'est la même chose? On a quelques visuels de ces choses absolument terribles. Voilà un récit totalement chrétien. Tout à fait. Parce que là, on a clairement, clairement, je ne sais pas si c'est clair, mais effectivement, là, on est sur un combat d'une créature. Donc la créature de gauche, enfin, il y a un être humain, mais la créature de gauche, malgré son apparence terrifiante, n'est pas dangereuse, puisqu'elle va venir affronter la créature de droite, qui est une forme de dragon serpent, et qui donc est une incarnation, une des formes du diable, globalement, dans la vision très... Et c'est ça qui va tout changer, c'est qu'à l'époque médiévale, tout est bouleversé. Il ne faut pas oublier qu'au tout début du Moyen-Âge, on n'a pas d'iconographie véritablement du monde diabolique, donc de monstres qui ferait partie de ce monde, de cet univers-là. Et celui qui va tout bouleverser, c'est Dante. C'est la somme absolue, c'est la référence absolue. Et c'est tellement absolu que quand ils vont en enfer, c'est pour ça que je disais tout se passe sur Terre, parce que chez Dante, l'enfer, c'est dans la Terre. Et dans la Terre, il y a tous les monstres. Il a absolument, ça grouille, et c'est des inventions absolument extraordinaires, mais qui sont toujours reliées à ce récit-là, à ce récit chrétien. Et le monstre fait partie d'une hiérarchie ou tout à fait en haut, ou en bas, ça dépend comment vous voyez les choses, on va dire Lucifer, Satan. Oui, donc effectivement, il y a c'est au Moyen-Âge que se crée... c'est en ce mythe du saint soroctone. Donc là, on a une créature intermédiaire qui est un léopard, donc qui est une des nombreuses figures animales du Christ. Mais le saint qui combat le dragon, c'est effectivement... c'est les forces du bien contre les forces du mal. C'est cette grande opposition qui structure le récit chrétien, et c'est Beowulf qui en est un des textes les plus caractéristiques, sur lequel Tolkien, notre J.R.R. Tolkien a travaillé, a publié un essai décisif qui s'appelle « Les monstres et les critiques », qui est directement dans notre thème, et où il appelle les universitaires de son temps qui travaillaient sur Beowulf et qui s'intéressaient au texte que comme une espèce de documentaire potentiel sur le mode de vie des anglo-saxons qu'on connaît par ailleurs très mal. Et c'est vrai que c'est le cas, ça nous permet d'avoir des éléments sur les grands de Hall, etc., la structuration sociale des héros, des rois. Mais il dit, mais en fait, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est quand même le combat avec le monstre, la matérialisation de ce combat des forces du jour contre les forces de la nuit, des forces du conscient, du lumineux contre l'obscurité et l'inconscient. Voilà, et tout ce que représente ce combat contre le monstre, c'est ça qui a permis à ce grand poème épique anglo-saxon de parvenir jusqu'à nous et de continuer à nous toucher. Maintenant, le monstre... force du mal, c'est pas non plus le seul monstre médiéval, alors que c'est souvent le seul qu'on a retenu. Il y a beaucoup, effectivement, tu disais, monstres et merveilles, c'est complètement lié. Il y a beaucoup de monstres qui sont des êtres étranges, étonnants, fascinants, déroutants, amusants. Vous les avez peut-être déjà vus, je ne sais pas si tu as des images de ça, mais il y a tous les récits de voyage qui viennent des vieux physiologus, les Isidore de Séville, etc. Il y a toujours les mêmes créatures que les voyageurs réels prétendent avoir rencontrées. Ça nous semble très bizarre, mais c'est comme les licornes, c'est le même principe. Marco Polo a dit qu'il a rencontré une sirène. Il continue à en parler, Marco Polo. Et il le note. Ouais, la licorne, on sait que c'est... Alors, la licorne, il la décrit vraiment comme un rhinocéros. Voilà, clairement. La sirène, il y a de fortes chances que ce soit un lamantin. Mais par contre, il dit quand même que... C'est moins sexy tout de suite. Il a croisé... c'est toujours les mêmes peuples, et c'était sur des îles, etc. Il y avait les monopodes, les sciapodes. C'est des créatures
créatures qui ont un seul pied. Donc ils ont une espèce d'énorme pied, une seule jambe. Les blémis, ils n'ont pas de tête. Alors ils ont des yeux là. Vous en avez sans doute vu. Hein, il y en a. Vraiment, il y a plein d'enluminures. Il y a toutes les grilles. Il y a toutes les grilles. Avec... Oui, il y a vraiment, tu vois, tout ce bestiaire de créatures plutôt loufoques. Alors qui peuvent être très inquiétantes aussi, qu'on va pouvoir retrouver dans les délires de Jérôme Bosch, voilà, ces très beaux triptyques sur l'enfer, sur le paradis. Mais voilà, celles-là, elles ont elles ont disparu de notre horizon imaginaire. C'est pas celle-là que la fantaisie a retenue. Alors que voilà, ça faisait vraiment partie aussi du panel des monstres merveilleux, plutôt quelque chose d'inconnu, d'exotique, de fascinant comme l'ailleurs, mais pas de maléfique. Mais peut-être parce qu'il y a deux catégories, tu m'y fais penser en t'écoutant, c'est qu'il y a quand même la catégorie du monstre, donc si on revient, c'est celui qu'on montre, hein, c'est vraiment celui qui est une image. Et là, il y a effectivement cette espèce de foisonnement qui va s'épuiser avec la grotesque de la Renaissance. Et il y a le monstre qui dit, donc, et qui est inclus là dans un super récit où il raconte quelque chose, donc le christianisme en l'occurrence pour le Moyen-Âge. Donc il y a... Oui, symbolise des métaphorise. Il métaphorise, il incarne, il matérialise. Et Jésus-Christ là, et le griffon, pour faire très très court, c'est ce qu'on va retrouver le plus. Et en face de lui, c'est le méchant, hein, c'est le super Satan, c'est l'adversaire, c'est Lucifer. Et c'est souvent, bien sûr, un dragon. Alors effectivement, c'est souvent un dragon, d'où le titre de cette conférence. Vous voyez, tout est calculé. C'est bien fait, on dirait qu'on a répété. Oui. Mais effectivement, tu parlais de tous ces saints saurochtones, etc., tous ces saints qui, parmi leurs hauts faits, j'ai envie de dire, comme des chevaliers, combattent alors des dragons ou des serpents, hein, sachant que dans la langue médiévale, c'est le même terme. On a ça aussi chez Chrétien de Troyes, hein, Yvain ou le chevalier au lion. Si Yvain est suivi par un lion, c'est parce qu'à l'origine, il voit un lion et un serpent qui combattent, et il décide d'abord de tuer le serpent ou le dragon, hein, parce que voilà, il estime que c'est un représentant du diable et que tout en se disant, si le lion m'attaque derrière, je ferai attention quand même. Et le lion reconnaissant, symbole du Christ, va finalement le suivre. Mais c'est un schéma qui est effectivement récurrent, qu'on va retrouver dans l'histoire de Saint-Michel, dans l'histoire de Saint-Georges. On parle beaucoup des hommes, mais dans l'histoire de Sainte Marguerite aussi, sainte patronne des accouchements. Vous irez voir pourquoi, pour l'histoire du dragon, parce qu'elle a une façon de combattre le dragon qui est bien à elle. Voilà. Mais tant qu'à faire, on a aussi des femmes dans ces récits qui vont combattre des dragons, et qui vont être, à chaque fois, hein, effectivement, le dragon, l'incarnation du mal, avec un M majuscule, parce que l'incarnation du diable, dans cette pensée chrétienne, c'est quelque chose qu'on va retrouver, je pense qu'on peut le dire, énormément dans la fantaisie. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais peut-être avant de se focaliser directement sur les dragons et sur toutes ces formes, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de formes de dragons, peut-être même plus aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Une question peut-être un peu plus générale de ce lien entre fantaisie et Moyen-Âge et de la place des monstres dans les deux. On a gardé plein de choses de la culture ou de la pensée médiévale dans notre fantaisie, mais il y a aussi plein de choses qui disparaissent. Cette lecture chrétienne, par exemple, est en grande partie évincée, etc. Pourquoi, à votre avis, les monstres, par contre, sont non seulement toujours aussi présents, et peut-être même encore plus aujourd'hui que dans ce qu'on peut avoir de récits médiévaux? Pourquoi cette fascination pour les monstres aujourd'hui? Tu sais, je pense que c'est dans l'histoire de l'humanité, le monstre a toujours été là. Hein. Quand je parlais de la Mésopotamie, c'est un de mes dadas. On en trouve tellement. Mais c'est quoi le monstre? D'abord, c'est une forme qui est là pour imager nos peurs. Donc il est extrêmement important pour nous, il nous permet d'évacuer quand même énormément de choses, il nous permet aussi de rêver, mais de faire des cauchemars, enfin pas que des cauchemars, hein, je dis, il y a toujours la merveille qui est là, donc il y a tout ça, et Harry Potter le fait magnifiquement bien, enfin, je trouve pour ma part, il les a très bien compris. Tolkien, j'en parle pas parce que c'est mon idole. Donc derrière toi, une bonheur. Des illustrations de Tolkien avec les trolls. Bonheur.
Bonheur. Et voilà, ça c'est absolument magnifique. Mais oui, donc ça image nos peurs. Et pourquoi ça marche autant aujourd'hui? Parce que on est dans beaucoup une période un peu, on le dit toujours, anxiogène, un peu difficile, etc. Et on a besoin, un petit peu, on a besoin d'évacuer, de vraiment évacuer. Et le monstre, il sert à ça. Il nous amène ailleurs. Et on peut le dresser, on peut l'aimer. Moi, j'avais été très marquée en son temps. Alors là, j'avouerai pas mon âge, parce que je l'ai lu quand même bien après sa sortie. Mais La Balade de Perne, je ne sais pas si vous connaissez, ce qui est magnifique. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir mon dragon avec moi. Dragon Rider. Ah bah oui. Mais donc. Voilà, donc il y a ça, et puis il y a Game of Thrones. Ah, voilà. Et le panel, effectivement, est très, très large. Donc, tu es déjà arrivé au dragon, donc je repars, je fais quoi? Je repars en arrière un peu. Un dragon, j'enchaîne avec Tolkien. Ouais, monstre de fantasy. Et pourquoi tous ces monstres? Alors déjà, il y a plus de monstres en fantasy que de monstres au Moyen-Âge. On a vu qu'on en avait laissé quelques-uns de côté, mais en même temps, la fantasy, elle se caractérise souvent par son syncrétisme. C'est-à-dire qu'à côté des monstres médiévaux, on va ajouter tous les autres monstres de toutes les autres époques et de tous les autres horizons, puisque non seulement on a un panel historique très large, avec beaucoup de monstres antiques, ça, dans Harry Potter ou dans les Chroniques de Narnia, etc., beaucoup des créatures surnaturelles sont antiques. Le basilic, l'hippogriffe, etc. Et puis, venus d'autres horizons culturels. On a beaucoup de kappa, beaucoup de yokai, beaucoup d'autres mythologies qui sont venues enrichir les seules racines médiévales chrétiennes qui étaient celles du milieu franco-anglo-saxon dans lequel se développe la fantaisie. Donc beaucoup plus de monstres. Et puis beaucoup plus de rôles pour le monstre, effectivement, comme Claire le dit. En fait, le monstre, c'est une figure de l'altérité fondamentalement, et c'est de ça que parlent les littératures de l'imaginaire, la fantasy, mais aussi la science-fiction. Elles parlent elles imaginent des manières de représenter notre rapport à l'autre, à l'inconnu, à l'ailleurs, au merveilleux ou au monstrueux. Et donc, le monstre sert à ça. Ils sont extrêmement nombreux à rester des créatures à combattre, parce que la fantasy et la SF, etc., ça reste beaucoup du jeu vidéo, du jeu de rôle, etc. Donc il faut de l'affrontement. Donc il y a tout bêtement quelque chose de narratif là-dedans. Il nous faut des boss de niveau et puis des boss finales. Donc dans les grands récits filmiques ou narratifs, en général, le grand méchant, c'est un être humain. C'est un être humain qui fait consciemment le mal, qui a choisi le camp du mal. C'est pas les créatures monstrueuses, les grandes méchantes. Elles sont en général là juste pour servir ou parce que c'est leur nature, etc. Et donc la question est un peu plus compliquée. Le vrai méchant, c'est un être humain. Mais dans le jeu, effectivement, on a quand même de la chair à prouesse avec les monstres. Mais aussi, effectivement, et tu commençais à le dire, une multiplication des positions possibles pour ces personnages monstrueux qui sont en fait vraiment l'objet d'une réflexion au fil de l'histoire du genre sur la manière dont il convient de traiter l'autre et le reflet de nos évolutions sociales sur ces questions-là. Et parmi tout ce que tu évoquais, tu parlais des jeux vidéo, forcément, et de ce syncrétisme un petit peu. De fait, je repensais à tout l'univers du sorceleur d'Andrzej Sapkowski, donc qui est un auteur polonais qui s'est nourri de ça. Le livre ici ? Oui, il y a un livre qui est là quelque part d'ailleurs. Le livre de Justine. Donc forcément, effectivement, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais effectivement, qui utilise à la fois des dragons, toutes ces créatures qu'on a l'habitude de rencontrer dans beaucoup de textes, dans beaucoup de représentations de fantasy, qui injecte également des éléments de folklore slave, de mythologie polonaise ou russe éventuellement, que ce soit dans les contes ou dans les créatures qu'il met en scène. Et on a cette utilisation, puisque vous savez peut-être que les romans et nouvelles du sorceleur ont été ensuite adaptés
je passe plein d'étapes, mais notamment en jeux vidéo, et que dans les jeux vidéo, on a besoin d'avoir cette dynamique de combat constamment, ce qui fait que les jeux vidéo créent encore plus de créatures pour nourrir justement cette logique de combat. Et c'est parfaitement justifié au sein de la narration, puisque Sapkowski a décrit ce qu'il appelle la conjonction des sphères. C'est une rencontre de planètes qui explique qu'on a des créatures, des monstres, des mythologies qui viennent de différentes époques, de différentes cultures, qui se mélangent. Donc on va avoir à la fois des léchis qui sont des créatures polonaises de la forêt, et des mutants qui renvoient un peu plus à la science-fiction d'habitude, et des djinns qui sont des génies de la mythologie arabo-persane. Enfin voilà, donc il a une façon de mêler tout ça, tout en développant, et c'est effectivement ce que tu disais, cette réflexion sur qui est le monstre dans tout ça. Parce que, alors, peut-être pas à travers le dragon spécifiquement, quoique c'est quelque chose qui pourrait être interrogé, mais mettre en scène le monstre, dans la fantaisie notamment aujourd'hui, c'est aussi et surtout une réflexion, l'occasion de mener une réflexion sur pourquoi on considère que c'est un monstre. Alors, quelle définition on donne au monstre, et est-ce que le monstre n'est pas celui qui porte le regard sur le monstre? Voilà, c'est mais c'est pas forcément spécifique à la fantaisie. Non. Hein, mais c'est ce que je connais le moins mal. Mais tu as tout à fait raison. Non, mais je veux dire, c'est passionnant ce que tu dis. Ça rentre, je crois, dans une vision beaucoup plus large où on peut s'en parler en SF, on peut s'en parler dans la littérature fantastique qui, depuis Borges, enfin, on a eu beaucoup de choses à se réfléchir. Le monstre, qu'est-ce que le monstre, etc. Et je travaille beaucoup le policier. C'est notre fond de commerce. Hein. C'est qui le monstre? C'est qui le monstre? Hein, c'est qui? Mais effectivement, tu poses de très très bonnes questions. Et Rowling, pareil, repose cette question-là. Mais j'aime beaucoup ce rappel que le monstre, c'est toujours composite, c'est toujours quand même de l'assemblage. Les monstres qui nous intéressent, à l'époque médiévale ou en fantaisie, c'est l'assemblage. Médiéval, on a toutes les marginalia où le copiste devait s'éclater à inventer des espèces de compositions pas possibles. Voilà, comme on va trouver dans les romans maintenant. Mais on va arriver au dragon, parce que sinon on va se faire lyncher. Attention, il est derrière toi. Alors c'est un des oui, dragons. Et puis le dragon, il est vraiment justement, il permet de suivre complètement cette évolution qu'on a jusqu'alors résumée. C'est-à-dire qu'on a vraiment, donc tu le disais, le dragon monstrueux, diabolique, puisque c'est une créature serpentine, donc comme le dragon de la Genèse, hein, le premier ennemi animal. Il est dire le premier best-seller de fantasy. Bon, voilà, quasiment. C'est une créature chtonienne, c'est-à-dire souterraine, et liée au feu, donc aux deux éléments terre-feu, qui sont les deux éléments opposés aux éléments spirituels élevés, etc. Donc on est vraiment dans du bas, dans du brutal, du dangereux, etc. Donc voilà, on part de cette créature-là qui est parfaite, hein, pour porter l'ensemble de ces symboles. Et la fantaisie va effectivement, dès les années 60, hein, effectivement, avec les dragons de Perne que tu citais, et d'autres, hein, puisque il y a une thèse actuellement en cours sur les femmes et les dragons, hein, voilà, d'une de mes doctorantes qui exhume un certain nombre de textes, dès cette période, fin des années 60, années 70, où la fantaisie était déjà très active. Mais on en voit beaucoup aujourd'hui, où donc d'abord le dragon devient le compagnon. Donc il se rapproche il pose des questions pour notre rapport à l'animal. Comment est-ce qu'on traite, quelle place on peut faire à l'animal à nos côtés. Ce qui est une question très, très contemporaine. Donc à travers cet animal particulièrement dangereux, majestueux, fascinant, qui tout de suite donne un autre statut au héros qui en est proche. Hein. Son compagnonnage transforme complètement le héros. Et cette transformation va aller toujours plus loin, puisqu'on va avoir vraiment des cas d'hybridité dans des romans contemporains, young adultes notamment, comme Cœur de dragon, comme Séraphina, etc.,
des cas de transformation humain-dragon. Ça, c'est une vieille caractéristique du malin, du diable, puis du dragon, d'avoir cette capacité à se transformer. Donc oui, le dragon est devenu compagnon, puis il est devenu allié, il est devenu ami, il est vraiment devenu un égal du héros, un instrument de pouvoir sur lequel on réfléchit, dont on évalue la portée. À la fois un représentant de la nature sauvage, de ce qu'on fait à la nature sauvage, et une manière de questionner des problématiques de domination et de soumission, à la fois genrée et spéciste. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est l'emblème de la fantaisie, c'est vraiment une créature qui porte des enjeux très divers et super intéressants. C'est une de nos stars, le dragon. Dès l'aspect médiéval, effectivement, c'est déjà une star, mais alors là, c'est une méga star de fantasy. Et on parlait d'imager la peur tout à l'heure. Je me suis posé cette question, pourquoi ? Effectivement, tu l'as très bien rappelé, toute cette question élémentaire chez le dragon, il est immense, il est le ciel, il est la terre, il est tout. Et en même temps, si on y réfléchit, dans notre peur de l'autre, qu'est-ce qu'il peut nous faire, le dragon ? Il peut tout nous faire. Il peut nous écraser, il peut nous mettre un coup d'aile, il peut nous flamber comme des merguez sur le barbecue. Il peut... Non mais oui. Si on y réfléchit bien par rapport à des créatures très spécifiques, les monstres ont en général une spécificité, une petite aire de crocage, ou etc. Et hop, je hypnotise, ou etc. Lui, il fait quasiment tout. Donc, ça ne peut être qu'une méga star. Ouais, parce qu'en plus, souvent, il est très intelligent. Il a, chez Tolkien, il a une voix. Il est rusé. Voilà, ça, c'est le petit reste chrétien. Et avec une longévité, voilà, qui lui permet en plus d'être, alors, une incarnation de la ruse ou de la sagesse. Là, vous avez Kilgara dans la série Merlin. Donc, un dragon en plus enfermé sous terre, ce que tu disais, mais qui va représenter un danger et qui en même temps apporte des conseils avec cette figure de la sagesse. Dépositaire du temps long, en fait, de la mémoire, de la magie. Et alors, la question, c'est la question polémique de la session. Un dragon, ça a combien de pattes ? Alors, allez, les enchères sont ouvertes. 0 ou 4. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. 4. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce genre de représentation qui vous permet de faire la distinction entre un dragon, un drake, un wyvern et toutes ces particularités, plus le cas des dragons, ce qu'on va appeler des dragons asiatiques, qui ont encore d'autres symboliques, d'autres représentations, pas forcément d'ailleurs maléfiques dans certaines cultures. Ok, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Ça, c'est une distinction qu'on fait parce que c'est Donjons et Dragons. Voilà, parce que dans Donjons et Dragons, comme on est dans une dynamique de combat où on a besoin d'avoir plusieurs adversaires... Puis de classification, surtout. Et de classification, on a envie de classifier, de donner un nom au truc. Et puis voilà. Donc on établit des règles parce qu'on ne va pas forcément combattre un wyvern de la même façon qu'un worm ou des choses comme ça. Voilà, vous allez avoir donc des techniques de combat qui peuvent varier. Ça, on va le retrouver énormément dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle, etc. Mais en fait, c'est tout le principe, de toute façon, des appropriations de ces créatures, je rappelle, mythologiques, légendaire dans la fantaisie. Si vous avez envie d'écrire un dragon qui n'a qu'une seule aile et 18 pattes, faites-vous plaisir. Ça va être très bizarre, mais faites-vous plaisir. Donc après tout, on peut avoir... là, on n'est pas sur un dragon, on est sur un griffon, mais on a toutes ces créatures qui vont avoir des formes très différentes. Et tu évoquais Rowling, qui utilise des dragons, mais pas que. Là, on a des cas tirés des représentations des animaux fantastiques. Toute une suite de récits construite sur cette fascination pour les créatures de fantaisie et du Moyen-Âge. Clairement. La semaine prochaine ouvre au Louvre-Lens, donc à côté de chez moi dans le Nord, et j'y ai participé à une exposition qui s'appelle Les animaux fantastiques et qui part de la Mésopotamie. La commissaire, c'est une spécialiste de Mésopotamie, pour aller jusqu'aux animaux fantastiques de Rowling. Donc ça va être... voilà. Justement, comme quoi le thème vraiment intéresse, et
cette continuité dans l'histoire de l'art des représentations des monstres et voilà, à la fois leur diversité et leur stabilité fondamentale en tant que symbole. Oui, puis c'est un univers tellement où on peut explorer notre propre création que le monstre merveille. J'appelle ça zoophilie, mais peu importe. Tu me fais une transition toute trouvée. Parce que le mot monstre est toujours associé à quelque chose de négatif, alors que moi j'ai beaucoup d'affection pour les monstres et je les trouve plus merveilleux que monstrueux. Alors, justement, puisque parmi toutes tes casquettes, tu es notamment graphiste et tu as rejoint l'équipe de l'association Modernité Médiévale. Je suis la présidente, elle est la secrétaire. Donc voilà, on fait un peu de... On fait un peu de promo en même temps. Donc une association qui travaille sur le médiévalisme et ses représentations et ses usages du Moyen-Âge dans la culture contemporaine, pour aller très sommairement. Et on a la chance d'avoir Claire qui fait des visuels tous les mois pour la newsletter, pour l'ensemble des informations qu'on diffuse. Et très régulièrement, j'ai mis quelques exemples. Dans ces visuels, on retrouve la place du monstre de façon assez marquée. Alors comment toi tu conçois dans ton travail cette place du monstre, de la monstruosité? Bon, alors là, je vais parler aux gens de ma génération, les cinquantenaires. Casimir. Moi, le monstre, il est gentil. Donc, à partir de là, je le vois, cette petite tête-là, j'ai juste envie de lui faire un câlin. Mais non, allez, blague à part, voilà, le monstre, c'est tellement notre... Enfin, tu parlais d'altérité, mais pour moi, le monstre est une partie de nous, sous toutes nos facettes, ou tous nos aspects. Donc, pour moi, c'est tout naturel de le tirer, en fait, de son trou noir à la Tolkien. Je le sors du trou des Hobbits, et je le fais advenir. Mais c'est intéressant parce que dans mes casquettes, je suis critique d'art. Bon, là, c'est juste des bricoles que je fais, ça, c'est vraiment aucune prétention. Mais je m'aperçois que les artistes, je milite beaucoup sur le réenchantement, qui est une nouvelle position dans l'art actuel. Et on a beaucoup d'artistes qui essaient de trouver des récits, de réenchanter, ça part dans tous les sens. Mais ils ont en commun de beaucoup puiser du côté du monstrueux et de nous faire des monstres qu'on a envie d'approcher. Voilà. En fait, le monstre n'est plus tant un repoussoir qu'un objet de fascination. On a envie de s'approcher de lui et d'écouter ce qu'il nous dit, parce que je le disais tout à l'heure, on a le monstre vraiment qui est d'abord une figuration, c'est un visuel avant tout, et on a besoin quand même de récits. Donc il faut que le monstre nous parle un peu et nous raconte des histoires. C'est pour ça que c'est si merveilleux dans la fantasy. La réhabilitation du monstre, c'est vraiment une tendance lourde. Demandez à Lady Gaga. Je crois qu'on peut le dire. Voilà, donc ça, effectivement, ça dépasse on le disait, ça dépasse la seule fantaisie. Mais en fantaisie, c'est extrêmement visible. Enfin voilà, tous les l'histoire des orques, c'est l'histoire d'une réhabilitation à partir de créatures qui n'ont chez Tolkien qu'extrêmement peu de volonté propre ou de possibilités de mouvement au sein de leur propre nature. On va avoir dans les éditions successives de Donjons et Dragons des possibilités d'incarner les créatures monstrueuses. On va avoir une trilogie comme Orcs de Stan Nichols qui se place du point de vue des orques pour en faire un peuple en soi avec ses propres coutumes, etc., qui se défend contre des agressions extérieures. Vous avez peut-être vu le film Warcraft, le commencement, la Horde dans Warcraft, c'est ce même principe de réhabiliter d'autres civilisations jusqu'alors considérées comme barbares. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver de manière assez systématique. On pourrait le faire, on l'a un peu fait pour les dragons, pour toutes ces créatures monstrueuses, et ça va tout à fait dans le sens que tu disais, d'essayer de comprendre le monstre, d'essayer de se mettre à sa place, d'essayer d'explorer notre part de monstruosité, une certaine
fluidité à la fois de nos identités et de nos valeurs morales, essayer de relativiser, de comprendre, de s'approcher. Alors après, pour moi, il y a des échecs. Hein. Je vais le dire, hein, j'aime beaucoup Rowling. Pour moi, le dragon chez Rowling, ça marche très très bien parce que justement, c'est pris dans une histoire. Et quand la franchise se met à multiplier 15 milliards de façons, des dragons, pattes, ailes, etc., pour moi, c'est un gros n'importe quoi. C'est du pur marketing. Oh, du marketing dans la saga Harry Potter? Ouais, un petit peu Non, quand même. c'est faux. Voilà. Et pour moi, voilà, trop de dragon, tue le dragon quelque part. Bon. Alors, je ne sais pas si effectivement on n'aura pas le temps de faire l'historique pour toutes les créatures, mais ce que je vous propose à défaut, c'est d'ouvrir un petit peu la parole. On a encore quelques petites minutes. Si vous avez des questions, si vous tenez absolument à défendre le fait que non, il n'y a pas trop de marketing dans Harry Potter, voilà, je vous laisse. Nous vous laissons la parole. On a même un micro. On en parlait tout à l'heure, tu sais, avec une table ronde sur la planète des singes. Hein. Qui, parmi vous, a lu Pierre Boulle, la planète des singes? Bonheur. Voilà. Quand on ici, on prêche des convaincus, hein, déjà. Toujours revenir au texte. Du coup, j'avais une question par rapport à l'illustration qu'on avait vue, probablement tirée d'un texte biblique. Du coup, on avait une créature qui affrontait le dragon. Je ne sais pas si vous avez dit quelle était cette créature ou si vous le savez. Celle-ci? Oui. Est-ce que c'est pas quelque chose qui ressemble à quoi que ce soit? Là, de toute façon, c'est un léopard. C'est un léopard. Oui, on est dans l'Apocalypse. Bien sûr. Hein. On est dans une des images de l'Apocalypse. C'est la bête de l'Apocalypse. Alors, oui, voilà, c'est l'Apocalypse. c'est la bête de l'Apocalypse, donc avec 7 têtes, si je ne dis pas de bêtises, voilà, dont une couronnée qu'on aperçoit à droite. Voilà. Sachant que le léopard, ça fait partie de ces animaux sauvages considérés comme des animaux nobles qui vont facilement, ou les fauves, hein, qui vont facilement incarner le Christ, enfin Jésus de façon générale. Sachant que dans les bestiaires, on a une association à la fois de créatures, d'animaux réels, voilà, des ours, des lions, des léopards, etc. Des créatures réelles, mais décrites de façon improbable au point de transformer le rhinocéros en licorne. Ou de parler de mon petit préféré qui est le caméléopard. Voilà, le caméléopard. Il n'a pas marché. Hein. S'il n'a pas marché, c'est bien dommage. Parce que c'est quelque chose qui a globalement la forme d'un chameau, hein, camel, mais qui a des taches comme un léopard. Ouais, c'est une girafe en fait. Girafe. Voilà. Mais on n'avait pas le terme girafe, on dit caméléopard. Et on a aussi donc des créatures comme la bête de l'Apocalypse ou des dragons. Et tout ce petit monde se côtoie. Mais parce que quand vous êtes un clerc ou un illustrateur du XIIe siècle ou du XIIIe siècle dans le nord de la France, que ce soit une girafe ou un dragon, vous n'en avez pas vu beaucoup. Donc voilà. Mais oui, ça c'est créature de l'Apocalypse. Alors, moi, je veux revenir au jeu de rôle. Justement, le dragon, on comparait la wyverne avec le dragon, et dans le jeu de rôle, le dragon, il a énormément d'aspects et d'espèces, et en lien même avec du coup Tolkien et Smaug, le dragon rouge est vu comme le dragon très rusé mais très malveillant, tandis qu'il y a énormément de dragons qui sont bienveillants et qui sont justement incarnés par la sagesse. Est-ce qu'il y a quelque chose d'historique, justement, de médiéval ou autre qui explique un peu cette différence entre le dragon du bien et du mal, et du coup les espèces, et souvent qui sont affiliées même à leur couleur. Donc voilà. Pastoureau, hein. Si on replonge dans Pastoureau. Michel Pastoureau, c'est la référence des couleurs. C'est le passage du rouge, enfin à l'époque médiévale, hein, le rouge va devenir le rouge diabolique. C'était valorisé, c'est dévalorisé. Donc forcément, il y a ce petit reste que un gros plan avec des yeux un petit peu rouges. Oups, on se dit aïe, il y a du diable pas loin. Donc il y a cette connexion et puis il y a la connexion de richesse aussi. Hein, il y a le côté, on parle toujours du merveilleux, c'est très important. Le dragon, c'est aussi l'idée du trésor. Le trésor qui garde un trésor. Donc ce côté un peu flamboyant.
Alors, il y a surtout une volonté de multiplier et de classer dans le jeu de rôle qui correspond à des pulsions qu'on a tous. Hein, c'est le Pokémon, etc. Enfin voilà, on a comme ça plein de classes, de sous-classes, et on peut collectionner. Voilà, il y a un peu de ça. Le dragon positif et le dragon négatif, il y a en gros deux traditions qui sont occidentales et orientales. Mais ça va pas tellement plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la déclinaison en couleurs. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent qui correspond justement à cette volonté de décliner la créature en autant de... Il y a quelque chose d'un peu marketing, effectivement. Enfin voilà, c'est choisis ton dragon. Donc on a envie d'en proposer une gamme, comme on aurait voilà d'autres produits où là voilà on va pouvoir élire son dragon, comme on choisit sa maison, et voilà ça va dans cette tendance là. Et tu parlais des Pokémon où on a quand même Dracofeu qui n'est pas un dragon. Voilà, ça je m'en savais pas que c'était pas un dragon. Ah non, c'est quoi? Parce qu'il n'y avait pas la terminologie des dragons. Bon, bref, dans la classification à l'époque, dans la première mais en fait, génération, c'en est un quand même. Ben non, il n'est pas dans la catégorie dragon. Mais est-ce qu'il le sait? Il est feu. Je ne sais pas s'il le sait, par contre. Je lui poserai la question. Mais On peut l'y mettre, quoi. Est-ce qu'on a une autre question dans le public? Oui. Désolée, on te fait faire des kilomètres. Mais moi, je trouve ça super intéressant, ces collections de monstres, les bestiaires, voilà, tous ces ouvrages maintenant qu'on a autour de toutes les catégories de créatures. J'adore ça. Vous avez rappelé tout à l'heure, du coup, le côté chtonien et terrien du dragon lié au feu, etc. Pourquoi, du coup, je ne sais pas si ça vient du médiéval ou de la fantaisie, mais pourquoi on les affuble d'ailes, du coup? Et pourquoi on les laisse dans des grottes et sous terre? Et un peu plus loin, pourquoi du coup, quand ils sont en affrontement, en combat, ils finissent par venir au sol combattre leur adversaire, ce qui est complètement idiot. D'un point de vue stratégique, ça fait c'est très beaucoup bête. de questions. Alors moi, je vais répondre à une. Hein, j'en prends une. C'est la question des ailes. Si tu veux bien, voilà, je te remercie. Donc là, on a le dragon. On le voit avec des ailes très particulières. Ce sont donc des ailes apparentées à des ailes de chiroptère. Donc un petit reste là pour le coup qu'on connaît bien je parlais de l'iconographie médiévale. Et on avait si peu de choses qu'il a fallu emprunter aux autres. Et les ailes de chiroptère, on les a empruntées à la Chine. Voilà, tout simplement. Là, c'est sûr. Hein, je vous raconte pas n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est un emprunt, c'est un des exemples qui me semble important pour toujours dire que... On pioche, hein, quand on fait des images, on pioche toujours. Et donc, les ailes de chiroptère sont associées à Satan, au mal. Dans l'enfer de Dante, le pire du pire, c'est Lucifer qui est au bout de l'enfer, tout à fait en bas, et qui a des grandes ailes de chiroptère qui fabriquent de la glace imaginaire absolument spectaculaire, qui là est empruntée à l'islam, ce qu'on sait peu. Donc, ce qui est quand même extraordinaire pour une somme chrétienne. Donc, il y a toujours cet aspect-là qui est important. Et puis, lui ajouter des ailes en respect de cela, c'est en faire une créature totale, comme une œuvre d'art parfaite, où finalement, il est totalement élémentaire. Mais tu auras sans doute bien de compléments, parce que... Il y avait la question du trou, pourquoi est-ce qu'il est dans la terre, mais le volcan, ouais. Donc le volcan, l'imaginaire du volcan, du séisme, le dragon sous la terre qui peut faire tout trembler. Vous aviez d'autres paramètres, je crois, dans votre question. Moi, je vais me permettre de répondre sur la partie pourquoi le dragon se pose au sol et que c'est complètement bête d'un point de vue stratégique. Oui, on est d'accord. Alors, vous pouvez le justifier en disant que voler, vous imaginez le poids d'une telle créature, donc voler, il ne peut pas le faire pendant des heures, donc il faut qu'il repose ses ailes aussi, donc voilà. Et puis, j'ai envie de dire, d'un point de vue narratif, si votre dragon reste en vol, vous ne pouvez pas le tuer. Je ne sais pas si vous avez joué à Skyrim, mais tant que votre dragon il est en vol, vous ne pouvez rien faire. Voilà. C'est très très compliqué. Donc il faut qu'il se pose pour que le combattant ait une chance de pouvoir faire quelque chose, sinon vous n'avez pas d'histoire. Oui, puis le dragon est un avion aussi.
Enfin, voilà. Je compare rarement des avions. Non, mais comme modèle en fantasy par rapport à l'infanterie, etc., le dragon, il fonctionne comme une force aérienne. Et donc, il se pose. Voilà. On n'a jamais parlé de l'empreinte carbone du dragon. Ça m'ouvre quand même des perspectives. Voilà, on ne peut pas... Exactement. Ouais, voilà. c'est ça. Il a besoin, puis encore une fois, vous avez vu le poids du machin, enfin, il faut pouvoir quand même le tenir en l'air, donc même si c'est du muscle, c'est un avion. C'est un avion, voilà, qui crache du feu. Comme les avions. Et en même temps, le fait qu'effectivement, on ait cette fantaisie qui se développe énormément au moment de la Première et surtout de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les raids, effectivement, d'avions sont de plus en plus fréquents, c'est voilà, ça marche pour rien non plus. Hein. Tout se recoupe. Étant donné que l'heure tourne, voilà, on va prendre une dernière question. Parfaite, je vous propose. Non. Ouais. Merci beaucoup. Non, vous avez parlé de réhabilitation récente des monstres. Et est-ce que c'était le cas déjà à l'époque médiévale? Pas des monstres qui sont inconnus, mais des vrais monstres monstrueux, maléfiques, mais qui sont bien aimés ou qui s'allient aux héros. Ils sont toujours en opposition, est-ce que c'est ça Alors, c'est la définition du monstre. Le principe, ouais. Mais on a quand même, on parlait de Beowulf, on a quand même des idées que les monstres peuvent avoir des émotions, peuvent avoir des sentiments, peuvent avoir des relations familiales. Parce que c'est tout le principe de Grendel et de la mère de Grendel. On est sur des monstres, mais parfois on a eu tendance à mettre de côté le monstre comme une créature unique et du coup à part et vraiment complètement étrangère à ce qui fait l'humanité, donc voilà, éventuellement dépourvue de sentiments humains, etc. Et c'est aussi pour ça que dans tous les récits, les boss de fin ne sont pas ces créatures, parce que on va avoir quelqu'un plutôt qui choisit le mal et qui donc est l'horreur absolue. Là, les monstres, on a tendance à les représenter comme ça, alors que dès un texte comme Beowulf, qui est donc un des premiers textes qu'on a dans ce qu'on va appeler la langue anglaise, on sait que le monstre est une créature qui fait peur, qui est terrifiante, qui va être l'adversaire du héros, mais on sait que c'est aussi une créature qui peut avoir des émotions et qui peut avoir une structure familiale, qui peut avoir une mère. Et c'est un des premiers, dans la fantaisie, un des premiers textes que j'identifie vraiment comme une réhabilitation du méchant, c'est Grendel de George Gardner, qui est un très beau, très court roman qui date de 1971 et qui est écrit du point de vue du monstre. Le dragon doré aussi de Witcher. Oui, alors est-ce qu'il est méchant? Ça, c'est une autre question, effectivement. Mais on reste sur une créature en plus métamorphe qui... je dévoile des trucs de l'intrigue, mais tant pis. mais effectivement, et là, on retrouve la même logique qu'on évoquait tout à l'heure sur les couleurs des dragons. Le dragon doré, c'est comme les cartes dorées quand vous collectionnez. Les cartes qui brillent, elles sont forcément plus rares. Donc c'est exactement le même principe dans The Witcher. Le dragon doré, personne ne veut croire qu'il est vrai parce que personne ne l'a vu. Donc dans un monde où les créatures et les monstres sont fréquents, on croit aussi que certains sont légendaires, tellement ils deviennent rares. Donc on rajoute des niveaux encore de monstruosité et de légendaire. Les dragons de Game of Thrones qui travaillent avec les humains. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les dragons de Game of Thrones. Je propose une prochaine table ronde sur une prochaine thématique. Je peux voir si on peut rendre les clés à 23h. Je sais pas après ce que vous avez prévu, mais... Merci. On nous appelle. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos intervenantes qui ont été fabuleuses. Bravo Justine.